Votre argent est déjà en train de perdre la bataille. On vous parle de 2026 comme d'un futur lointain, alors que dans ce contenu, tout est présenté comme déjà enclenché. Près de 5 trillions de dollars sont décrits comme prêts à entrer dans l'économie, avec des dépenses en intelligence artificielle annoncées à 2,5 trillions et des budgets de défense qui dépassent le trillion. En même temps, on vous dit que si vous restez en cash ou sur les mêmes vieilles actions, votre pouvoir d'achat va fondre. Voilà le paradoxe. On appelle ça du soutien et des allègements, mais l'effet décrit est une dilution de votre argent. Et là, regardez bien ce détail concret. 4,7 trillions en 9 mois, en 3 vagues. Ce n'est pas une opinion, c'est présenté comme basé sur des lois signées et des budgets votés. Ce que ça implique, si cette mécanique est réelle, c'est que le timing décide des gagnants avant même que la majorité comprenne ce qui se passe. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Si l'argent arrive par vague, alors certains seront positionnés avant la première et d'autres paieront la note sans même savoir pourquoi. Et c'est là que l'histoire bascule. On ne parle pas ici d'un événement isolé. Ce que ton contenu décrit, c'est un schéma. Il est dit que ce n'est pas de la spéculation, mais quelque chose basé sur des lois signées, des budgets fédéraux et des politiques déjà en mouvement. Autrement dit, le jeu serait déjà lancé avant même que la majorité des gens n'en aient conscience. Et pourtant, la narration officielle reste simple, presque rassurante. Des baisses d'impôts, de l'argent qui revient au pays, un coup de pouce à l'économie. Rien d'alarmant en apparence. Mais pose-toi une question précise. Si tout cela est déjà décidé, pourquoi la plupart des gens n'en parlent-ils pas comme d'un tournant majeur? Dans le contenu, la réponse est implicite. Il est expliqué que le système fonctionne comme un filtre. Ceux qui comprennent les tendances en amont captent la valeur. Ceux qui ne les voient pas la perdent lentement par l'inflation, par le timing, par de mauvaises décisions qui n'en étaient pas vraiment. Regarde comment le cadre est posé. Presque 5 trillions de dollars annoncés, mais jamais présentés comme un risque immédiat. Au contraire, tout est emballé dans un discours de normalité, comme si c'était juste une extension logique du système. Et c'est précisément ça qui devrait alerter. Parce que voici ce qui change tout dans ce récit, la vraie ligne de fracture n'est pas entre riches et pauvres, ni même entre investisseurs et non-investisseurs. Elle est entre ceux qui voient les flux avant qu'ils arrivent et ceux qui ne réalisent ce qui se passe qu'une fois que les prix ont déjà bougé. Et maintenant, regarde ce qui arrive quand on zoome sur la première vague concrète, chiffres à l'appui. Voici l'affirmation centrale, celle qui dérange vraiment. La première vague est décrite comme 1,2 trillion de dollars en remboursement d'impôts déclenché par un calendrier avancé présenté comme la saison de remboursement la plus précoce de l'histoire américaine. Un détail concret est donné. Le ménage moyen recevrait 85 000 $, même si le contenu précise immédiatement que ce n'est pas réparti équitablement. Ce n'est pas un slogan, c'est un chiffre posé noir sur blanc dans le récit. Maintenant, ce que ça signifie. Cet argent n'est pas un cadeau nouveau, mais de l'argent trop payé, plutôt, parce que les tables de prélèvement n'auraient pas été ajustées. Autrement dit, le public récupère son propre argent, avec retard, pendant que le marché, lui, aurait progressé de 17 % l'an dernier. Et c'est là que le décalage apparaît. Pendant que certains pensent recevoir un bonus, le système, lui, a déjà tourné. Regarde bien la répartition citée. 35 % vont au remboursement de dettes, 25 % à la consommation et 20 % à l'épargne et aux investissements. C'est précis, chiffré, presque clinique. Mais remarque ce qui n'est jamais dit clairement à l'écran, ce sont les flux d'investissement, même minoritaires, qui déclenchent les mouvements de marché, pas les discours. Et maintenant, observe ce silence. On parle de générosité, mais on ne parle jamais du coût réel, ni de qui se positionne avant que cet argent ne touche le marché. C'est là que l'histoire commence à se tendre. Parce que cette première vague n'est que l'entrée en matière. La suivante est plus grosse, plus rapide, et elle change complètement l'équilibre. Alors la pression monte. La deuxième vague est annoncée comme la plus massive, 2,1 trillions de dollars liés à une repatriation holiday. Le principe est simple dans le récit. Les grandes entreprises
entreprises américaines peuvent rapatrier leur cash détenu à l'étranger en payant moins d'impôts. Des noms sont cités à l'écran, très concrets: Apple, Microsoft, Google, les grandes pharma, de l'argent stationné en Irlande, ailleurs, qui revient d'un coup. La promesse officielle est limpide. Cet argent serait investi en Amérique. Mais maintenant, regarde ce qui se passe quand on compare avec le passé. Selon le contenu, lors des précédentes opérations du même type, 70 % de cet argent est allé aux actionnaires via dividendes et rachats d'actions. 10 % seulement auraient été réellement investis et 20 % seraient partis en fusion-acquisition. Ce ne sont pas des impressions, ce sont des proportions explicitement évoquées. Et là, stop. C'est ici que l'histoire bascule, parce que ce qui est décrit comme un plan de relance productive ressemble, dans les faits, à un accélérateur de prix d'actifs. Les dirigeants bénéficient, les cours montent, les options s'apprécient, et tout cela se produit avant même que la majorité des gens ne comprennent que cette vague arrive. Mais voici la partie que presque personne ne relie au reste. Si cette vague alimente surtout les marchés financiers, alors ceux qui ne possèdent pas ces actifs ne voient rien venir jusqu'à ce que les prix aient déjà changé. La normalisation devient le danger. Et ce n'est toujours pas la fin, parce qu'une troisième vague arrive juste derrière, plus discrète, mais avec des effets encore plus profonds sur l'économie réelle. Et c'est là que l'escalation devient impossible à ignorer. La troisième vague est chiffrée à 1,4 trillion de dollars. Elle ne passe pas par des chèques visibles ou des annonces spectaculaires, mais par un mécanisme technique. Les entreprises peuvent désormais déduire immédiatement le coût de leurs investissements au lieu de l'étaler sur des années. C'est présenté comme un simple ajustement comptable. Mais regarde qui est directement cité comme bénéficiaire: les industriels, les entreprises de construction, les acteurs de l'infrastructure et surtout les géants de la tech qui achètent massivement des infrastructures d'IA. Des noms apparaissent: Caterpillar, Deere, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. Pris séparément, ça semble logique. Mais mis bout à bout, quelque chose se normalise. Des sommes colossales sont injectées, accélérées, concentrées sur ceux qui ont déjà la capacité de dépenser vite et gros. C'est un précédent qu'on a déjà vu, pas avec exactement les mêmes outils, mais avec la même logique. Quand l'État change les règles du jeu fiscal, l'argent va d'abord là où il peut se déployer le plus rapidement. Maintenant, voici le détail qui retourne la perspective. Le contenu pose explicitement la question que personne ne veut poser à Washington: d'où vient cet argent? Et la réponse est donnée sans détour: il est emprunté. Pas payé par les entreprises rapatriant leur cash, pas payé par ceux qui touchent les dividendes, payé, selon le narrateur, par l'inflation. La traduction est brutale. Plus de monnaie en circulation, des prix qui montent et une perte de valeur pour ceux qui restent immobiles. C'est ici que quelque chose devient inquiétant, parce que ce schéma rappelle un moment précis, la période post-Covid. Environ 4,7 trillions avaient déjà été injectés, avec une inflation officielle culminant à 9,1 % et maintenant on parle à nouveau de 20 % de l'économie injectée en moins d'un an. Ce genre de choses ne reste jamais neutre. Alors pose-toi cette question: si les flux s'accélèrent, si l'inflation suit et si les règles sont déjà écrites, qui est protégé et qui est exposé sans le savoir? À ce stade, ça cesse d'être abstrait. Ça devient personnel. Le contenu le dit sans détour: quand l'argent est emprunté puis injecté à cette échelle, la conséquence n'est pas théorique. Elle s'appelle inflation. Des prix plus élevés sur tout ce que vous achetez, pas sur un graphique. Dans ta vie réelle, l'alimentation, le logement, l'énergie, le crédit. Et pendant que les actifs montent, le salaire, lui, n'a pas ce luxe. Il réagit toujours en retard. Maintenant, mets-toi au centre du cadre. Si tu es payé en revenu fixe, si ton épargne est surtout en cash ou bloquée dans des produits qui ne suivent pas les flux, alors chaque vague décrite plus tôt te traverse sans te porter. Pire, elle te pousse en arrière. Ce n'est pas une crise brutale qui te fait perdre. C'est une érosion lente, presque invisible, qui rend chaque année un peu plus chère que la précédente. Et voici le détail qui frappe. Le récit explique que l'investisseur célèbre pendant que le salarié encaisse le choc. Pas parce que l'un est plus malin que l'autre, mais parce que le système récompense la détention d'actifs quand la monnaie se dilue. Ce n'est pas idéologique, c'est mécanique.
Regarde autour de toi. Si tu as déjà eu l'impression de travailler plus pour respirer moins, ce sentiment n'est pas isolé. Il correspond exactement à ce type de phase économique. Et ce malaise grandit justement quand la majorité ne comprend pas encore pourquoi tout devient plus cher alors que l'économie va bien sur le papier. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires, parce qu'à partir de là, la vraie question n'est plus que va-t-il se passer, mais comment un système entier permet que ce scénario se répète encore et encore sans jamais être présenté comme un transfert de richesse. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. C'est ici qu'on sort de l'émotion pour comprendre le mécanisme. Tout ce que tu as vu jusqu'ici, injection massive, avantages fiscaux ciblés, accélération des dépenses en IA, en défense, en infrastructure, repose sur une même logique. L'argent va là où il peut être absorbé le plus vite. Les grandes entreprises, les marchés financiers, les acteurs déjà structurés. Pas parce qu'ils sont favorisés par hasard, mais parce que le système est conçu pour fonctionner à cette vitesse-là. Ce n'est ni un complot, ni une erreur. C'est une combinaison d'incitations. Les gouvernements cherchent de la croissance visible. Les marchés cherchent du rendement immédiat. Les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts et leurs bilans. Et au milieu, le public voit surtout le spectacle. Annonces, chiffres records, discours rassurants, pendant que les flux réels se déplacent en coulisses. Mais voici le détail qui dérange. Dans le contenu, il est dit clairement que le système est conçu pour déplacer la richesse de ceux qui ne comprennent pas ces tendances vers ceux qui les comprennent. Cette phrase change tout parce qu'elle suggère que l'inégalité n'est pas un accident du processus. Elle en est le produit logique. Regarde comment ça se produit sans bruit. Les taux baissent, le crédit devient moins cher, les actifs montent. Ceux qui possèdent déjà voient leur patrimoine gonfler. Ceux qui dépendent uniquement de leurs revenus voient leurs coûts augmenter avant leur salaire. Le transfert ne fait pas la une. Il se glisse dans les détails. Et maintenant, voici ce qui rend la suite si incertaine. Quand ce type de mécanique est lancé, il est très difficile de l'arrêter sans choc. Ce qui nous amène directement à la question suivante. Si cette trajectoire continue, à quoi ressemble la suite immédiate? À partir de là, le futur proche ne se joue plus sur des opinions, mais sur des bifurcations. Dans ton contenu, deux forces avancent en parallèle. D'un côté, des baisses de taux sont évoquées comme de plus en plus probables, avec un écart clair entre ce que le marché attend et ce qui pourrait réellement se produire si la pression politique s'intensifie. De l'autre, la création monétaire, les dépenses publiques et les incitations fiscales continuent d'alimenter les actifs. Cette combinaison n'est pas neutre. Elle pousse dans une direction très précise. Premier scénario possible. Les taux baissent plus vite et plus fort que prévu. Le crédit devient encore moins cher. Historiquement, dans ce type de contexte, les actions de croissance, l'immobilier, les rates et tout ce qui porte du risque s'apprécient rapidement. Les marchés montent, le sentiment s'améliore et beaucoup ont l'impression que tout va bien, jusqu'au moment où l'inflation, déjà enclenchée, commence à rattraper le quotidien. Deuxième scénario, les taux baissent, mais l'inflation s'accroche. Les prix ne redescendent pas. Les salaires restent en retard. Le contenu insiste sur ce point. Quand on imprime et qu'on injecte à cette échelle, les prix montent, c'est des maths. Dans ce cas, ceux qui détiennent des actifs avec un pouvoir de fixation des prix s'en sortent. Les autres subissent un étau lent, sans crash spectaculaire, mais avec une pression constante. Mais voici la partie que beaucoup sous-estiment. Ces deux scénarios peuvent coexister pendant un temps. Marché en hausse, vie quotidienne plus chère, euphorie financière et fatigue sociale en même temps. Et c'est souvent dans cette phase que les décisions individuelles se figent, par peur ou par confusion, parce que le prochain mouvement ne sera pas annoncé clairement. Il est déjà en train de se former dans les flux, dans les taux, dans les prix que tu vois chaque semaine. Et comprendre ce point change complètement la dernière question à se poser. Il y a une idée à emporter, une seule, qui recadre tout le reste. Ton contenu répète que 2026 n'est pas une année comme les autres, mais le vrai message va plus loin. Ce n'est pas l'année qui compte. C'est le moment où plusieurs forces, dépenses publiques massives, avantages fiscaux ciblés, explosion de l'IA, budget de défense, politique de taux, convergent en même temps.
Ce genre de convergence ne se produit pas souvent. Et quand elle arrive, elle redessine les lignes pendant des années. Dire que 2026 est déjà décidé ne veut pas dire que tout est écrit dans le détail. Ça veut dire que la direction générale est verrouillée, tant que ces politiques restent en place. Les actifs sont favorisés, le cash est dilué. Le timing devient plus important que le talent ou même l'effort. Reprend toute l'histoire en une phrase: quand trop d'argent poursuit trop peu d'actifs, ceux qui comprennent les flux s'enrichissent pendant que les autres cherchent une explication. Ce n'est pas une opinion, c'est le mécanisme décrit du début à la fin. Et maintenant, la boucle se referme. Si ces mouvements t'ont surpris, ce n'est pas un hasard. La majorité des gens ne voient ces dynamiques qu'une fois qu'elles sont déjà visibles dans les prix. La vraie question est donc simple. Est-ce que tu préfères comprendre le système pendant qu'il se met en place ou après qu'il a déjà fait son tri? Si tu veux continuer à décoder ces mécaniques, à suivre les flux avant qu'ils n'apparaissent dans les gros titres, abonne-toi et reste ici. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former.